Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire une rencontre avec Laurent Petit-Mangin, qui est l'auteur du roman Ce qu'il faut de nuit. Et avec nous aujourd'hui, on présente également des élèves du Gymnasium an der Wilmsstraße de Delmenhorst qui ont préparé des questions avec leur enseignante Daniela Köhler. Bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, je vais faire un petit point technique. Donc, il y a un onglet discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions, toutes les questions techniques si vous avez des problèmes de son ou d'image. Ensuite, vous avez un onglet pour poser des questions spécifiquement sur le roman, sur le travail de l'auteur, donc qui s'appelle Q et R si vous avez une version française ou F und A si vous avez la version allemande de Zoom. Si vous avez un problème technique, vous pouvez donc en parler dans le chat ou envoyer un mail à ma collègue Camille à camille.lorpin@institutfrançais.de. Pour rappel, ce webinaire est enregistré, vous pouvez le consulter. D'ici la fin de la semaine, il sera publié sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs IF Deutschland. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé du roman et Laurent Petit-Mangin nous en lira un court extrait. Ensuite, nous mènerons une interview de l'auteur et à la fin, vous pourrez poser vos questions. Donc, comme je vous l'ai dit, via la fonctionnalité Fragen und Antworten, n'hésitez pas au fil du webinaire à poser vos questions. Et donc, je donne tout de suite la parole à Mayra qui va résumer le roman. D'accord. Bonjour, monsieur. Nous des lycées Gymnasium an der Wilmsstraße sont très contentes que vous soyez ici devant l'écran aujourd'hui et que nous puissions mener cette interview traitant votre livre. Alors, tout d'abord, un grand merci pour cette possibilité unique. Votre livre, Ce qu'il faut de nuit, publié par la Manufacture de livres en 2020, est, comme vous dites vous-même, une histoire d'amour, et plus précisément, l'amour familial, même s'il n'est pas toujours facile pour les personnages du roman de maintenir et vivre cet amour. Au début du livre, on voit bien que le père, qui est aussi le narrateur d'histoire, souffre beaucoup de la mort de sa femme décédée après un cancer. Et donc, il dépend de l'aide des Fuchs, son fils aîné, qui commence à s'occuper de Gilou, son petit frère. Mais malgré tout ces obstacles et difficultés, les trois ont une relation très positive et proche. Mais cela change quand Fuchs rencontre des nouveaux amis ayant des opinions politiques différentes. Et à partir de là, le père et son fils aîné commencent à s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils ne commencent finalement que à cause de Gilou. Alors, nous pouvons dire que nous avons beaucoup apprécié votre livre et que nous sommes maintenant ravis de pouvoir nous échanger un peu avec vous. Alors, merci. Merci beaucoup, Mayra. Merci. Donc, je vous propose peut-être de lire les deux premières pages peut-être du livre, si vous voulez bien. Oui, tout à fait, on vous écoute. Fuchs s'arrache sur le terrain. Il tacle. Il aime tacler. Il le fait bien, sans trop démonter l'adversaire. Suffisamment vicieux quand même pour lui mettre un petit coup. Parfois, le gars se rebiffe, mais Fuchs est grand. Et quand il joue, il a un air mauvais. Il s'appelle Fuchs depuis ses 3 ans. Fuchs pour Fußball, à la Luxo. Personne ne l'appelle plus autrement. C'est Fuchs pour ses maîtres, ses copains, pour moi, son père. Je
Je regarde le cours. Le terrain est bien éloigné de tout, cadré de peupliers, le parking en contrebas. La petite cahute qui sert aux apéros et à la remise du matériel a été repeinte l'année dernière. La pelouse est belle depuis plusieurs saisons sans qu'on sache pourquoi. Et l'air toujours frais, même en plein été. Pas de bruit, juste l'autoroute au loin, un fin ruissellement qui nous tient au monde. Un bel endroit, presque un terrain de riche. Il faut monter 15 km plus haut au Luxembourg pour trouver un terrain encore mieux entretenu. J'ai ma place, loin des bancs, loin du petit groupe des fidèles. Voilà, pour les toutes premières lignes de ce texte. Merci beaucoup. Nous allons passer à la partie suivante. Et donc, les élèves ont beaucoup de questions à vous poser. Une des consignes que j'ai données, parce que je ne sais pas où en sont les élèves de leur lecture du roman, c'est de ne pas de ne pas révéler la fin, en fait. On n'est pas sur un polar, mais c'est vrai que quand on lit un roman, c'est parfois dommage si on a divulgaché la fin, comme on le dit en bon français. Très bien. Donc, on vous écoute, les élèves. Vous pouvez lancer la première question. Allez-y. Ok. Oui. Alors, je commence. On a suivi déjà quelques interviews que vous avez données lors de la publication de votre premier roman, s'appelant Ce qu'il faut de nuit. Et on ne veut pas répéter tout ce qui est déjà dit. Seulement, vous avez grandi principalement chez vos grands-parents dans un milieu où on aimait lire et avec une très belle bibliothèque. Était cette ambiance littéraire qui, de votre enfance, laissait naître et puis grandir l'idée d'écrire vous-même un jour? Non. Les livres m'ont donné le sentiment et le besoin d'exigence. C'est-à-dire que je trouve que le livre, le fait de lire, accroît l'exigence. Mais je ne peux pas dire que ce soit les livres qui m'ont donné envie d'écrire. Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, que j'ai 57 ans, je lis beaucoup et j'écris. Donc aujourd'hui, c'est une vraie symbiose entre l'écriture et la lecture. Mais quand j'étais petit, les livres ont servi surtout à m'indiquer qu'il allait falloir se bouger un petit peu pour arriver, pour avoir ce que ma grand-mère appelait une bonne place. Donc ça voulait dire un bon travail, un bon job. Et donc, les livres étaient là pour ça, uniquement dans un but d'avoir cette bonne place. C'était toujours votre rêve d'écrire un jour? Pas exactement, non. Je pense que c'est quelque chose qui est venu un peu comme un challenge, peut-être comme un challenge sportif. C'est-à-dire que vous, peut-être, vous allez vouloir, je sais pas, courir un marathon bientôt, dans quelques années, ou si vous l'avez déjà fait. Mais moi, c'est écrire un livre, aller au bout d'une histoire, mais vraiment aller au bout de l'histoire, c'est-à-dire me prouver que j'étais capable d'écrire une histoire. Ça a démarré comme ça, comme une épreuve sportive. Alors, est-ce qu'il y avait un événement, une expérience qui vous a donné enfin envie d'écrire vous-même, votre famille, vos fils, la vie politique ou bien la croisson du mouvement facho? Non, en fait, pour être tout à fait précis, j'ai 4 enfants bon, je me suis beaucoup passionné pour leurs études. Vous voyez, par exemple, demain, ce sont les résultats pour mon dernier enfant. Il est en train de passer des concours d'école d'ingénieur et il a les premiers résultats qui tombent demain soir.
Donc, je pense que je serais complètement inquiet et je vais être très stressé pour voir s'il est pris aux premières écoles auxquelles il a postulé. Donc, et si vous voulez, le fait comme ça, de me passionner un petit peu pour leur carrière, pour ce qu'ils pourraient faire, de beaucoup me projeter aussi dans les études qu'ils pourraient faire, c'est-à-dire rêver un peu par leur intermède. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit quand même, c'est fou de projeter autant sur tes enfants. Et ça m'a donné l'idée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait si dans une famille, les enfants décevaient les parents? Est-ce que c'est possible déjà? Ça, c'était vraiment la grande question. Est-ce qu'un enfant peut décevoir sa mère, son père? Et si on répond oui à ça, jusqu'où ça va? Jusqu'où cette déception peut mener la famille? Donc voilà un peu le départ si vous voulez, du livre. C'est de me dire un jour, peut-être que tu t'investis trop je dirais, dans ce que vont faire tes enfants, tu projettes trop de tes propres rêves dans ce qu'ils vont faire. Tu ferais mieux d'écrire un livre. Et le sujet de mon livre, il était tout trouvé. C'était ce sujet-là, quoi, ce sujet autour de la déception. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire ce livre avec ce contenu particulier? Ce livre, on peut le miroir de votre biographie. Laurent, famille de syndicalistes, famille où on s'intéressait à la politique, puis père de famille, 4 fils. Oui, mais en fait, ces éléments communs, ce ne sont un peu que ce que j'appellerais la surface des choses. C'est-à-dire que finalement, ces éléments communs m'ont aidé à peut-être aller un tout petit peu plus vite dans l'histoire, mais finalement, ce ne sont pas des éléments si importants que ça. Ce qui était vraiment important, c'est d'avoir le thème, et encore une fois, le thème, c'était la déception. Me dire, tiens, est-ce qu'on peut être déçu par ses enfants? Bon, je précise tout de suite que ce n'est pas le cas avec mes enfants. Hein. Je veux dire, j'ai de la chance, mais je suis très content et très fier du parcours de mes enfants. Mais je trouvais que c'était une question importante à se dire, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est un parent par rapport à des enfants qui vont peut-être prendre des voies radicalement différentes, qui ne vont pas du tout aller là où on pense où on espère qu'ils aillent. Donc, si vous voulez, c'est ça. Et après, bon, le fait qu'il y ait un certain nombre de points communs, je serais tenté de dire qu'honnêtement, il y a des points communs, mais des points que les gens ne voient pas. Seul moi les connais, les points communs entre l'histoire que je raconte et ce que j'ai vécu. Et honnêtement, la plupart des gens ne les voient pas. Les gens voient effectivement les aspects les plus visibles, c'est-à-dire la SNCF, le syndicalisme, effectivement, la Lorraine. Bon, mais finalement, ce ne sont que encore une fois, ce ne sont que des aspects, ce que j'appellerais périphériques. L'important est l'histoire, l'important est cette histoire qui s'est faite, qui s'est écrite très rapidement en quelques semaines seulement. Vous avez mis combien de temps pour écrire et compléter ce livre? Est-ce que vous avez pu écrire constamment tous les jours? Comment étiez-vous capable d'écrire en travaillant chez Air France? Comme j'ai dit, c'est un livre que j'ai écrit en quelques semaines, peut-être 6 semaines, 8 semaines. Donc, c'est un livre que j'ai écrit de façon très rapide et j'écris toujours en 3 temps. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup aux scènes que je vais écrire. Donc, j'y réfléchis juste comme ça, en conduisant, en prenant mes repas.
Donc j'ai mon esprit qui, si vous voulez, qui commence à, comme un réalisateur de film, qui commence à voir un peu la scène, quels sont les personnages qui vont être dedans, quel éclairage, quel son il va avoir. Vous voyez par exemple la scène que je vous ai lue. Bon, bah, c'est une scène, si vous voulez, que j'avais vue, c'est-à-dire que j'avais cette espèce de calme du stade de foot un dimanche matin, cette sensation, vous voyez, de fraîcheur, par exemple, où il fait un peu frisqué comme ça. Ça, je l'avais ressenti avant même de l'écrire. Et puis après, j'écris le matin, souvent, avant d'aller au travail, très rapidement, en une demi-heure, 40 minutes, le temps d'écrire 2-3 pages. Et puis après, je travaille très, très longuement le soir sur l'ordinateur, où là, je relis énormément mon texte. Je le retravaille, j'essaye que la phrase sonne bien. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais globalement, c'est un texte, effectivement, où j'ai eu beaucoup de chance parce que parfois, vous êtes bloqué, vous voyez, au milieu d'un texte. Vous ne savez plus exactement comment vous allez pouvoir avancer. Parce que j'écris toujours sans connaître la fin. Je ne connais pas la fin quand je démarre un texte. Donc, j'écris toujours sans connaître la fin. Et donc, à un moment donné, vous pouvez très bien vous retrouver coincé en vous disant, bon, OK, mais où vais-je maintenant ? Et ça, c'est difficile. Et là, pour ce texte, j'ai eu la chance que tout s'enchaînait parfaitement. Et donc, j'ai pu écrire le texte vraiment entre 6 à 8 semaines, grand maximum. D'accord. J'ai déjà mentionné que le père est aussi le narrateur d'histoire. Était-il facile pour vous de pénétrer dans l'esprit du père ou était-ce difficile pour vous? C'était très facile parce que c'était une voix qui n'est pas la mienne. Je ne réagis pas comme lui, ce n'est pas mon père non plus, mais bon, évidemment qu'il y avait quand même quelques éléments auxquels je pouvais me raccrocher. Et j'ai trouvé que c'était une voix qui était très intéressante. Je trouvais que c'était une voix qui était fatiguée. Et vous voyez, ce père, il est un peu fatigué. Et ça me semblait intéressant d'écrire quelqu'un qui est fatigué. Bon, parfois, je suis un peu fatigué moi-même. Et donc, je trouvais intéressant d'aller un peu plus loin dans cette fatigue, de montrer que, bon, à bien des égards, ce père, il n'y arrive plus, quoi. Il n'y arrive plus au niveau politique, il n'y arrive plus au niveau du travail, il n'y arrive plus réellement dans l'éducation de ses fils. Donc, je trouvais que cette fatigue, elle était, d'un point de vue littéraire, elle était intéressante à écrire. Et c'est assez curieux de dire ça, mais elle était assez agréable à écrire. C'est-à-dire parce que j'avais en fait quelqu'un qui était plus fatigué que moi. Donc, bon, je me consolais finalement en me disant, bon, finalement, toi, tu n'es pas si fatigué que ça, quoi. Toi, tu as un peu d'énergie pour aller au travail après, tout ça. Alors que quand j'écrivais, j'écrivais quelqu'un qui était épuisé et avait le sentiment qu'il ne s'en sortirait pas. Donc, c'était très agréable pour répondre à votre question. Ok. On a aussi une question sur le titre de l'histoire. Comment avez-vous le choisir? Le titre, bon, je l'ai dit à plusieurs reprises, bon, le titre n'est pas le titre original de mon livre. Le titre original de mon livre s'appelait « Ceci est mon sang ». Donc, je ne sais pas si, c'est très catholique comme phrase, puisque bon, c'est à la messe ce que le prêtre montre quand il monte le vin de messe, et il dit « Ceci est mon sang », c'est la parole Et je trouvais parce qu'il y avait un côté sacrificiel derrière ça qui m'intéressait beaucoup. Un lien évidemment entre le Père et le Fils, entre Dieu et Jésus. Enfin bon, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments assez intéressants là-dedans. Bon, mais c'est un titre qui ne plaisait pas à l'éditeur, et donc c'est mon épouse qui a trouvé ce titre, parce que le titre qu'elle m'avait trouvé était « Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres ». Et « Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres », c'est le premier vers d'un poème de Jules Supervielle, qui s'appelle « Vivre encore » et qui est un très beau poème parce qu'il est tout en contraste.
Donc et pour moi, c'est un roman qui est tout en contraste. Donc je trouvais que le titre était très beau pour ça. C'est-à-dire, quand elle m'a donné ce titre, quand elle m'a proposé ce titre, instinctivement, je me suis dit, c'est génial, je ne pourrais pas trouver mieux, quoi. Il dit tout ce que je voulais dire. Bon, et si vous voulez, cette nuit, pour moi, c'est un peu le destin. Si on vous interroge, si vos professeurs vous interrogent là-dessus, cette nuit, c'est le destin. Et je pense qu'il faut un peu de destin, c'est-à-dire un élément sur lequel vous n'avez aucune prise, pour vous permettre de mener vos propres actions, de mener votre propre libre arbitre. Et je trouvais que c'était très intéressant ce rapport entre, à la fois dans toutes nos vies, il y a des éléments qu'on décide, sur lesquels on est très moteur, très moteur. On va faire des choix très forts. Et puis, on peut aussi considérer qu'il y a des éléments qui, malheureusement, nous dépassent totalement. C'est-à-dire que, bon, si on a un accident, voilà, si quelque chose nous tombe sur la tête, bon, bah, on n'y peut rien, on ne l'a pas fait exprès. Et pourtant, ça a des éléments de... Donc, il y a des éléments de destin, il y a des éléments de hasard. Vous voyez, moi, je suis fasciné par le hasard des choses. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille chez Air France par un pur hasard, par une pure... il y a eu un enchaînement de faits qui ont conduit à ce que je travaille aujourd'hui chez Air France. Mon épouse, je l'ai rencontrée par un pur hasard. Et il y a un côté assez merveilleux à ça. C'est-à-dire, et je trouve que c'est très intéressant d'avoir une juxtaposition entre les éléments sur lesquels vous n'avez aucune maîtrise et les éléments sur lesquels vous avez énormément de maîtrise. Et ce qu'il faut de nuit, c'est un peu ça. Ce qu'il faut de nuit, c'est il faut un peu de destin pour nous compliquer la vie et nous pousser à faire des choix, à prendre des décisions. Je pense la première question en lisant votre livre, c'était pourquoi est-ce que Fuß, nommé après Fußball, et c'est un mot allemand? Vous savez, en fait, c'est assez amusant, c'est-à-dire que quand vous décidez à écrire un livre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des mois, plusieurs mois, vous voyez, ou plusieurs semaines en tout cas, où vous avez une idée, bon, et puis vous essayez d'y réfléchir un peu. Bon, là, je vous l'ai dit, l'idée, elle m'est venue assez vite, et assez vite, j'ai eu besoin de l'écrire, le livre, parce que je me suis dit, c'est une idée assez originale, il faut que tu sois le premier à écrire là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous démarrez votre première page, je vous promets, vous êtes dans un état second, c'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est comme si votre esprit se déconnectait un tout petit peu de toute emprise. Vous êtes plongé dans l'écriture de votre première page. Et pour moi, l'écriture de la première page, elle est capitale, mais vraiment, elle est essentielle parce que c'est ma première page qui va me donner l'envie de continuer ou pas le roman. Si ma première page n'est pas bonne, j'arrête. Enfin, je veux dire, j'ai besoin d'une première page qui soit que j'aime beaucoup. Et donc là, quand j'ai écrit cette première page, je n'avais aucune idée de comment elle allait se tourner. Vous voyez, même la voix du père, je ne l'avais pas prémédité. C'est-à-dire, je savais que j'allais raconter une histoire, mais j'aurais pu très bien l'écrire à la troisième personne. Il est au bord du terrain, il regarde son fils jouer, tout ça. J'aurais pu l'écrire de cette façon. Et la voix du père est venue immédiatement. Et cette espèce de prénom très étrange, m'est venu également aussi comme ça, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Et je me suis dit que c'était une chance. C'est-à-dire quand un prénom vient aussi vite sans que vous n'ayez à y réfléchir, de façon totalement inconsciente, j'ai trouvé que c'était... Alors, c'est vrai qu'en langue allemande, ça paraît peut-être complètement... étrange. Évidemment, c'est la seule langue où, bon, peut-être que ça pose un vrai problème un peu de crédibilité aux choses. Mais en français, par exemple, ça passe très bien parce que, en français, les gens n'ont pas immédiatement la référence à l'allemand ou au luxembourgeois.
Dans notre course, on a aussi parlé de couverture et leur effet. Et je pense qu'il y a aussi des photos dans la présentation, n'est-ce pas? Oui. Laquelle des 3 couvertures françaises Honnêtement, j'aime beaucoup la couverture choisie par les Allemands. Donc, ce qui est complètement différente des couvertures choisies par les Français, qui mettent en scène des enfants, alors que finalement, là, sur la couverture allemande, finalement, il y a un doute sur finalement qui est cette personne. Est-ce que c'est le fils? Est-ce que c'est le père un peu plus jeune? Est-ce que bon. Et j'aime bien cette ambiguïté de la couverture allemande. Donc je pense que je préfère la couverture allemande. En général, quels étaient vos buts en écrivant ce roman? Voulez-vous critiquer la politique ou bien la manque de compromis dans la société? Ou c'était votre idée de montrer l'incapacité de parler, par exemple, entre les jeunes ou des partis extrêmes ainsi qu'en famille? Non, ce roman, il fallait que je trouve pourquoi ce fils allait décevoir son père. Et si on y réfléchit, il aurait pu décevoir son père de bien des façons. Il aurait pu le décevoir en étant un voleur, en faisant du trafic de drogue. Bon. J'ai trouvé que le thème politique était intéressant. Pourquoi? Parce que ça permettait d'avoir quelque chose d'assez progressif dans l'histoire. C'est-à-dire ça me permettait de petit à petit installer la déception. Bon, même si la déception du père, quand il l'apprend, elle est très brutale et elle semble très définitive déjà. Mais bon, ça me permettait d'aller un peu plus loin et que les deux puissent encore vivre ensemble pendant un petit moment dans cette espèce de silence. Et donc, si vous voulez, le thème de la politique, quand j'ai écrit le livre, il n'était pas encore là. Bon, assez rapidement, je me suis dit que ça serait le bon thème, c'est-à-dire que c'était un bon thème parce qu'encore une fois, il y avait matière à montrer l'épuisement du père face à ses anciennes luttes, ses anciennes actions. Ça pouvait montrer effectivement l'attrait de nouveaux types d'actions auprès des jeunes, mais la politique ne vient qu'en deuxième élément. Elle n'est pas là au démarrage. Et surtout, alors ça c'est un point très important, c'est un livre qui est pas du tout, qui donne pas de message en fait. Moi je veux surtout pas donner de leçons à quiconque. C'est un livre qui parle de comment parfois la vie peut s'accélérer, peut aller vite, comment des petits riens associés les uns aux autres peuvent complètement faire changer et faire tourner une vie. C'est un texte qui dit aussi l'importance des amis, parce que moi je suis persuadé qu'il y a dans ce qu'on appelle en France le déterminisme social, c'est-à-dire on parle beaucoup souvent des parents qui sont des déterminants sociaux sur ce que vont faire leurs enfants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi que le déterminisme social, il n'est pas uniquement lié aux parents, il est lié, et je crois beaucoup, moi, au rôle des amis, au rôle de qui on fréquente, dans les choix. Et ça peut être pour le mieux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je dis toujours que ma meilleure amie, c'est elle qui finalement mon amie d'enfance, c'est elle qui a mené un peu mes décisions de choix d'études, de choses comme ça. Donc c'est fou, parce qu'on peut se dire, bon, de choisir ses études en fonction de sa meilleure amie, mais bon, elle a eu une influence très importante sur moi. Elle a eu
également, elle, a apporté cette exigence. Vous voyez, ce besoin de faire mieux, tout ça. Donc, et je pense que si elle n'avait pas été là, peut-être que je ne serais pas le même. C'est-à-dire, je pense que je lui dois beaucoup par l'exigence qu'elle a fait naître, en fait. Cette espèce de petite compétition. Et c'est amusant parce qu'encore aujourd'hui, je l'adore, mais il y a une espèce de compétition entre nous. Par exemple, là, elle était à la télé la semaine dernière, parce que c'est un juge maintenant très réputé. Et il y a eu un reportage qui a été fait sur elle. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant de se dire que les amis comme ça peuvent aussi vous donner cette espèce d'élan, en fait. Et moi, je crois beaucoup à ça. Donc, ce livre, il est presque plus là-dessus, si vous voulez, que sur l'aspect politique. Alors, cette histoire est vraiment émotionnelle et quel sentiment éprouviez-vous en écrivant cette histoire? C'est une très bonne question, mais elle m'amuse un peu parce que, en fait, moi, justement, quand j'écris, j'ai aucun sentiment. Enfin, je veux dire, j'écris une histoire et mon but, c'est de terminer l'histoire, si possible, le plus vite possible. Bon, après, la dernière page du roman, bon, je reconnais que moi aussi, j'avais un peu d'émotion. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais voilà. Mais c'est peut-être qu'à la dernière page où j'ai eu vraiment l'émotion dont vous parlez. Moi, j'ai écrit le roman de façon assez détachée. Et c'est amusant d'ailleurs parce que souvent maintenant, dans les rencontres que j'ai autour de ce livre, les gens me parlent soit du père, soit de Fous, soit bon. Et ils me disent j'aime beaucoup ce garçon, malgré tout ce qu'il a fait, etc., etc. Et moi, bon, je veux dire, ce sont des personnages de romans, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, je suis passé avec d'autres personnages depuis. Bon, voilà. Donc, j'ai un détachement, je pense, assez important par rapport aux personnages de ce livre. J'ai beaucoup aimé écrire le livre. D'une manière générale, quand j'écris un livre, j'aime beaucoup être pendant plusieurs semaines dans une ambiance que je me suis moi-même créée. Donc ça, c'est très... et c'est pour ça que c'est très intéressant d'écrire. Enfin, moi, je vous invite tous, peut-être pas maintenant, mais peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, quand vous voudrez, à essayer ça, parce que c'est très intéressant C'est comme si vous créiez votre propre, voyez, univers, votre propre environnement. Vous pouvez vous mettre là où vous voulez. Vous pouvez vous mettre au pied d'une montagne, vous pouvez vous mettre dans une ville incroyable, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Et pendant quelques semaines, vous allez vivre dans votre propre univers. Donc ça, c'est pas mal. Alors, comment votre vie a-t-elle changé après, non pas seulement la publication, mais aussi après avoir reçu le prix féminin de Lucien? Vos fils et votre famille, comment ont-ils réagi? Honnêtement, mes enfants, ça a pris beaucoup de temps pour comprendre que c'était plus un hobby de leur père, une lubie de leur père, que c'était un peu plus sérieux cette fois-ci. Parce que bon, ils m'ont connu avec j'ai comme ça beaucoup de lubies, vous voyez, dans ma vie. C'est-à-dire, je vais faire de l'escrime, je vais faire du handball, je vais faire du marathon, je vais faire de la peinture. Vous voyez, je me suis amusé pendant des années à faire des tableaux comme ça. Donc pour eux, au démarrage, honnêtement, c'était une lubie de plus. Je fais des collections, bon, bref. Donc c'était une lubie de plus de leur père. Bon, mon épouse est un peu plus gentille avec moi pour ça, un peu plus compréhensive, on va dire. Bon, donc ça a pris un peu de temps. Bon, je disais tout à l'heure, par exemple, je vais quand même leur redire que ce livre est au bac de Basse-Saxe, quand même, c'est pas rien. Je veux dire, je suis assez fier. Bon, vous voyez, par exemple, eux, ils s'en moquent totalement, quoi. Enfin, je veux dire,
Donc c'est assez drôle de bon, se dire, pour eux, rien ne change en fait, honnêtement. Bon, moi, ça change un peu en fait, ce qui change, c'est la confiance en vous pour continuer d'écrire. C'est-à-dire que quand vous écrivez vos premiers textes, bon, vous avez quand même assez peu de confiance en vous. Et je pense que quand vous êtes publié, bon, quand le livre a un peu de succès, ça vous donne beaucoup de confiance pour la suite et beaucoup d'exigences à nouveau. Ça vous redonne un surplus d'exigences à nouveau. Alors, je crois que c'est déjà notre dernière question. Après ce premier roman, vous avez publié un deuxième, Un Cybelin, et puis Nos futurs désirable, avec d'autres auteurs. Comment aborder demain avec espoir? Qui nous diriez-vous? Sur le thème sur nos futurs désirables, c'était assez amusant, quoi. C'était d'écrire quelque chose de positif sur le futur. Et non pas, vous voyez, parce que souvent, bon, les auteurs, quand ils écrivent sur le futur ont plutôt une idée assez catastrophique de ce qui va se passer. Ils imaginent toujours des cataclysmes, des choses un petit peu. Et là, le but, c'était d'écrire quelque chose de positif. Et à ce moment-là, en fait, quand j'ai écrit cette nouvelle, j'étais en train de lire beaucoup Romain Gary. Je vous conseille sa lecture. Et c'est quelqu'un de très positif dans son écriture. Donc, ça m'a un peu influencé. Et là, bon, je sors en France au mois d'août à la rentrée littéraire un prochain livre qui s'appellera Les Terres animales. Bon, qui a un regard sur, là pour le coup, je ne sais pas s'il est si positif que ça, mais en tout cas, c'est un regard sur l'amitié. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'amitié, là, ça sera 5 amis qui décident de vivre dans un endroit où ils ne devraient plus vivre depuis bien longtemps. Voilà. Alors, merci beaucoup aux élèves qui ont préparé toutes ces questions. Je vais en poser quelques-unes qui nous sont parvenues. Alors, je m'excuse par avance, oui, s'il y a beaucoup de questions sur la fin. Et donc, comme je ne sais pas si les élèves qui vont regarder cette vidéo auront tous lu le roman jusqu'au bout, je voudrais éviter qu'on la révèle. Peut-être d'abord une question. Vous avez choisi le sport comme ciment, comme passion commune entre le père et ses fils. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là du foot? Il y a une scène où il y a un passage où ils regardent les JO ensemble parce qu'ils n'ont pas pu partir en vacances. Oui, parce que c'est... Là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai constaté dans ma propre famille, c'est-à-dire que, bon, en l'occurrence, dans notre famille, on n'est pas tant foot que ça, même si, par exemple, demain, vous voyez, bon, Metz, notre club de cœur va jouer peut-être la montée en Ligue 1, donc c'est un match, bon, je pense qu'on va regarder, on regardera peut-être de façon très séparée, mais bon, je sais que toute ma famille, enfin, en tout cas, mes garçons, c'est sûr, vont le regarder, ce match. Bon, mes enfants ont fait du sport, dont un, en fait, a cru à un moment être handballeur professionnel. Bon, et donc, c'était intéressant aussi vous voyez, justement, on en revient aux toutes premières questions qui étaient sur la projection dans ces enfants, dans ce qui je crois qu'on a tous cru beaucoup au fait qu'il puisse être handballeur professionnel, puis finalement, il l'a pas été. Bon, il a fait un très beau parcours d'ingénieur derrière, mais donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir le sport parce que bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois casser le silence. Et puis bon, en plus, bon, c'était assez amusant parce que j'ai fait énormément de déplacements en tout cas pour 2 d'entre eux, pour 2 de mes enfants, parce qu'ils jouaient vraiment, encore une fois, à très bon niveau au handball. Et donc, on faisait beaucoup de déplacements à travers la France. Et donc, vous aviez de longs trajets en voiture. Vous voyez, vous étiez à côté de vos enfants, sans trop leur parler d'ailleurs. Tout le monde étant un peu dans l'optique du match à venir.
Bon, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de retrouver cette ambiance-là, du père qui est un peu supporter de ses enfants. Oui, oui, et du coup, ça donne une bonne base ensuite pour le contraste avec la déception, bien sûr. Donc, il y a un ou une élève qui demande quel est votre rapport aux familles monoparentales et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type de famille-là? Ah, c'est une très bonne question. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je vais vous dire, enfin, ça peut paraître fou, mais le décès de la mère n'était pas du tout calculé. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout anticipé, vous voyez, dans mon écriture, le fait que ce père allait se retrouver seul avec ses 2 enfants. Mais c'est quand j'ai écrit la scène, je me suis dit un jour, il faut que tu écrives un paragraphe qui explique pourquoi Fous est en train de dégringoler à l'école. Vous voyez, montrer cette espèce de spirale terrible qui fait qu'il décroche de l'école. Et honnêtement, en écrivant les premières lignes, assez rapidement, j'en suis venu au décès de la mère. Bon, mais qui n'était pas du tout prémédité, quoi, en fait, je dirais. Et vous voyez, je me suis dit, bon, finalement, c'est comme dans la vie aussi, peut-être. Parfois, finalement, vous avez comme ça le décès d'un proche qui arrive, vous ne l'aviez pas du tout prévu, la maladie l'emporte très, très rapidement en quelques semaines. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, ce livre, c'est comme la vie, quoi. En quelques lignes, la mère décède et bon, on va laisser ce père seul avec ses enfants. Et donc, bon, de toute façon assez terrible à dire, mais c'était presque une aide pour mon livre parce qu'effectivement, ça allait recentrer l'histoire sur 3 personnages au lieu de 4. Et finalement, c'était tout aussi bien. Parce que si la mère avait. Je pense qu'on peut raisonnablement dire que si la mère avait continué de vivre, elle aurait peut-être réussi, elle, en tout cas à jouer dans ce jeu un élément un peu comment dire, de lien, d'éviter la chute de cette famille. Mais bon, voilà, là, en l'occurrence, elle décède et finalement, elle me laisse une famille qui est très recentrée. Et finalement, c'est une histoire qui me plaisait pour ça aussi, parce qu'elle devenait finalement une histoire très recentrée sur 3 hommes. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Oui, effectivement. Et donc, une autre question justement à propos des personnages, parce qu'il y a très peu de personnages dans le roman. Est-ce que, même si vous avez dit que vous écriviez avec un certain détachement, est-ce que vous avez un personnage préféré? Oui, dans ce roman, c'est Jackie, c'est le voisin. Parce que bon, je trouve que c'est quelqu'un de très très sympathique. Et d'ailleurs, de façon assez curieuse, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas du tout la vie politique. On ne sait pas s'il est de gauche, on ne sait pas s'il est au contraire plutôt à l'extrême droite. On n'a aucune idée finalement de qui il vote et finalement, ce n'est pas très important, quoi. Ce n'est pas important du tout même. Jackie, c'est un gars, bon, il est là quand il faut être là, il est gentil, il est généreux. Et si vous voulez, bon, c'est quelqu'un pour le coup qui est un peu un assemblage de personnes, de quelques personnes que j'ai pu rencontrer. Et j'ai eu plaisir à l'écrire, bon, même s'il il a un rôle important, je pense quand même dans ce roman, parce que c'est presque un peu la conscience du père à un moment, quoi, qui lui montre en miroir ce qu'il n'est pas et ce qu'il devrait être. Bon, et qu'il fait s'interroger aussi, parce que c'est vrai que peut-être c'est plus simple de montrer, enfin, d'être compréhensif avec des enfants qui ne sont pas les siens. Mais donc, c'est mon personnage préféré, de loin. Oui, 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 c'est vrai que c'est un soutien essentiel au père. Alors, une question qui a été également posée, c'est dans la mesure où le roman est écrit à la première personne, on ne connaît pas le nom du père. Et est-ce que vous avez donné un nom à ce père-là dans votre tête pour vous? Pas du tout. Je ne sais toujours pas comment il s'appelle, non. D'accord. Alors peut-être sur la langue dans le livre, c'est vrai que c'est une langue familière. Et donc pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Ouais, c'est une langue qui est, je pense, bon, qui est en rapport avec le milieu du narrateur, avec son travail. C'est-à-dire,
C'est vrai que c'est une langue relativement familière, bon, parce que, je veux dire, c'est une personne qui va parler comme ça. Enfin, elle ne va pas parler comme un universitaire ou un cadre d'entreprise. Donc voilà, ça me semblait être, bon, on va dire, la gamme à peu près juste pour que cette personne s'exprime ainsi. Oui, oui, effectivement, mais dans la mesure où c'est aussi souvent comme un monologue un peu intérieur, c'est beaucoup dans on suit ses pensées. Alors peut-être la question de la fin à laquelle vous avez en partie répondu, c'est est-ce que vous allez continuer à écrire et peut-être est-ce que vous avez déjà des projets dont vous pouvez nous parler? Oui, bah donc je vous dis, il y a ce livre qui sort en août prochain, enfin au mois d'août là, bon, qui est un livre bon, que j'aime beaucoup, bon, dans lequel je me suis beaucoup investi. Et l'année prochaine sortira un livre jeunesse, enfin jeunesse plus quoi, on va dire, c'est plutôt grands ados, qui sortira dans une autre maison d'édition pour sont deux, enfin voilà, ce sont deux maisons différentes, quoi. Entre la manufacture d'un côté, chez qui je reste pour tous mes romans adultes, et puis cette maison qui s'appelle Actes Sud Junior pour le roman jeunesse. Et là, honnêtement, bon, je suis en train de, en ce moment, j'écris un roman, à nouveau un roman jeunesse. Bon, mais vous voyez, par exemple, en ce moment, je trouve que je n'écris pas assez vite. C'est-à-dire que j'ai trop d'éléments extérieurs en ce moment qui sont en train de me perturber. Et je trouve que je n'ai pas assez de rythme dans mon écriture. Donc ça ne va pas. Enfin, je veux dire, il va falloir peut-être soit que je décide d'arrêter et que je reprenne ce roman à un moment plus propice, ou alors vraiment bon, que j'accepte un peu de faire autrement. Mais là, je sens bien que je perds un peu mon rythme d'écriture. D'accord, on espère que vous allez trouver la bulle Oui, oui. de temps pour pouvoir J'ai le écrire en tout temps. cas. Non, mais j'ai tort parce que vous savez, les livres, bon, vous pouvez en sortir un tous les 2 ans, hein, à peu près. Donc, je veux dire, donc vous avez le temps. Enfin, je veux dire, il n'y a que Amélie Nothomb en France qui arrive à sortir un livre chaque année. Sinon, les autres auteurs, c'est 2 ans, 3 ans. C'est à peu près ça le rythme de publication d'un livre. Oui, ce qui est déjà très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec les élèves de Basse-Saxe. Voilà, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais voilà, j'espère que vous avez pu en savoir plus sur le processus d'écriture et tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Donc, avant que nous quittions, je vous fais une annonce sur nos prochains webinaires. Donc, le mardi 13 juin, si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir avec nous la nouvelle sélection de Franco-Musique, donc des morceaux de musique actuelle française, francophone, qui peuvent être exploités en classe. Et le mardi 27 juin sera présenté le concours Franco-Mix 2023-2024, voilà, qui tourne, comme son nom l'indique, autour de la BD. Je vous dis un grand merci pour votre participation à ce webinaire. Merci à Laurent Petit-Mangin, à Madame Köhler et à tous les élèves du Gymnasium an der Wilmstraße de Delmenhorst. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans un webinaire. Merci à tous. Bon courage pour le bac.